Alors, tout d'abord, je voudrais, enfin, on ne présente pas Louis Gauthier, mais je vais quand même rappeler les éléments de son parcours très brillant. Donc, Louis fait partie de l'élite des penseurs stratégiques français. Il est conseiller maître à la Cour des comptes. Il a été au cabinet de Lionel Jospin comme conseiller. Il est professeur associé ici à Paris 1 et il est le président et le créateur de la chaire qui permet que ce soir nous nous retrouvons ensemble. Donc le thème c'est la dissuasion nucléaire, donc je pense que tu vas aborder un certain nombre de sujets relatifs à cette question très sensible. Le coût de la prolifération, faut-il renoncer ou non à la dissuasion nucléaire, quels sont les outils de cette dissuasion nucléaire. Alors le coût, tu vas en parler, je rappellerai simplement que, d'une façon un petit peu anecdotique, le coût de la dissuasion nucléaire pour les Français, c'est l'équivalent de 8 paquets de cigarettes par Français par an. C'est un calcul ça, 7 € par paquet, multiplié par 8, multiplié par 65, on arrive à 3 milliards 600 millions d'euros, c'est-à-dire donc ces 8 paquets de cigarettes, enfin si même les calculs sont bons, mais je pense qu'ils sont bons. Donc c'est pas quelque chose d'exorbitant, c'est 1,2% du budget de l'État, c'est 11% du budget de la défense, c'est donc quelque chose qui reste à portée de nos capacités financières. La dissuasion pour les Français, c'est quand même quelque chose de fondateur et de fondamental dans notre posture de défense, et à ce titre, je vais rappeler ce que disait le président de la République, M. Hollande, qui nous rappelait que dissuasion, siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, capacité crédible à nous engager, voilà l'articulation qui nous permet d'exprimer notre point de vue dans le concert des nations. Donc, évidemment, le président de la République situe la dissuasion, sa fonction, à un poste vraiment éminent. Je pense que tu rappelleras également que la dissuasion nucléaire, c'est aussi quelque chose qui permet à la France de rester dans la course en matière de haute technologie, puisqu'une partie des investissements qui sont nécessaires au développement, à la modernisation et à la création de notre outil nucléaire sont aussi des outils qui participent à l'effort de développement français en matière de haute technologie. Si je prendrais qu'un seul exemple, les calculateurs, la puissance des calculateurs, eh bien c'est en partie grâce à la simulation nucléaire, que la France dispose du plus puissant ordinateur de calcul en Europe, avec une puissance installée pratiquement de 30 pétaflops. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire pétaflop, mais enfin, ça nous situe. C'est des milliards de puissance 12. Enfin, bref, c'est quelque chose. Pardon ? 10 puissance 12. Ah, bah oui, mais 10 puissance 12, on a du mal à se représenter ce que ça veut dire. Il y a des zéros. Des zéros, voilà. Et puis, également, et je terminerai là, la haute technologie tirée par le nucléaire, c'est aussi ce qui nous permet de mener des recherches très pointues dans les missiles hyper véloces. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a 2 types de projets qui sont en cours. Le projet Prométhée, c'est un avion hyper véloce, c'est un véhicule hyper véloce qui pourrait aller à Mach 7. Et le projet Camosis, c'est un véhicule hyper véloce qui pourrait aller à Mach 4. Et là, on rejoint les travaux que font les Américains, les Chinois et les Russes sur des véhicules hyper véloces qui pourraient servir à moyen terme à renouveler un petit peu le concept de la dissuasion par des outils, cette fois-ci classiques. Ayant dit cela, Louis, je te cède la parole. Merci Yves. Alors d'abord, je ne vais pas tout à fait répondre à ta question tout de suite parce que cette conférence s'inscrit dans un cycle de 3 conférences sur la dissuasion et donc on va avoir l'occasion, que ce soit avec Paul Sidou ou avec Béatrice Heuser aussi, de revenir sur cette question. La question posée à Laurence Friedman, et donc qui me revient finalement de traiter, c'est qu'est-ce que la dissuasion ? Alors partons peut-être d'un peu plus haut, prenons un peu de recul par rapport à ce concept de dissuasion qui est finalement ancien, même si pour un esprit contemporain, il est complètement associé incorporé dans le facteur nucléaire. Les armes nucléaires ont en réalité permis, comme jamais auparavant, à incarner de façon efficace la logique de la dissuasion. Elles l'ont dimensionnée, elles l'ont rendue tangible. Et d'une certaine manière, à l'ère atomique, la dissuasion est devenue quelque chose de quantitativement mesurable, à travers des vecteurs, à travers la puissance des frappes,
à travers le caractère incommensurable des dommages infligés ou subis. Et je dirais que l'acte fondateur, c'est ce champignon d'Hiroshima qui hante encore la conscience de l'humanité, pour rappeler avec effroi cet événement. Jamais auparavant on était parvenu à concentrer dans une seule arme, à ce point d'accumulation, des effets de destruction et l'effroi, les effets inhibiteurs de la peur induite par l'usage de cette arme. Hiroshima, 6 août 45, Nagasaki, 9 août 45, personne n'a fait jamais un dénombrement exact des victimes, puisqu'on en est toujours à des fourchettes, mais ce sont quand même des fourchettes qui s'établissent entre 300 000 et 500 000 morts. Donc dans l'histoire de la dissuasion, il y a bien un avant et un après les premières explosions atomiques. Cependant, ce serait une erreur, me semble-t-il, de regarder, de figer les choses à travers une présentation qui considérerait cette expérience historique comme d'une part ayant effacé une sorte de préhistoire de la dissuasion qui a bien existé, sur lequel je vais un peu revenir, et d'autre part que de penser que la dissuasion est d'une certaine manière ensuite un tout, un bloc. Non, il y a eu à la fois en termes historiques et en termes de projets stratégiques divers moments de l'âge nucléaire, divers moments de la dissuasion. Au fond, il ne faut pas... J'ai vu Henri Matt, qui est un ami ici, qui m'a fait lire ou qui a attiré mon attention sur un livre de Jean-Noël Jeannet qui vient de paraître, 1914, 2014, on a déjà fait ce parallèle dans ses conférences, et dans lequel il dit au fond, je le cite, donc dans ce livre, la Grande Guerre si loin si proche, on souhaite que le centenaire de la Première Guerre mondiale aide à comprendre qu'une guerre peut éclater sans qu'aucun des protagonistes ne l'ait souhaité, et à faire litière de l'idée que seule l'intrusion d'un agresseur hors de ses frontières porte la foudre d'un conflit. Bien plus tard, en 62, lors de la crise des fusées à Cuba, le monde frôla une guerre nucléaire et la paix fut sauvée dans le dialogue entre Kennedy et Khrouchtchev parce que chacun des deux protagonistes avait pu, par-delà les voiles du bluff, acquérir une connaissance sûre des intentions de l'adversaire, seule manière de maîtriser une escalade. Or, cette transparence fit défaut en 14, etc., etc. Et là, il y a une double reconstitution historique. La première, c'est à mon avis un élément déformant du diagnostic sur 14, et la seconde, c'est évidemment sur la manière dont la gestion de la crise de Cuba a été conduite. Pourquoi je dis cela ? Parce que les contemporains de Jaurès avaient une idée de la dissuasion, sauf que cette dissuasion, elle était mal incarnée à travers la dissuasion conventionnelle. Jaurès est d'ailleurs un grand théoricien de la dissuasion conventionnelle, puisqu'il écrit dans l'Armée nouvelle, il faut au fond, si on veut faire face à ce vieil esprit de domination et de militarisme, il faut mobiliser toutes les forces morales, humaine, économique de la nation en vue de constituer une armée nouvelle qui soit l'émanation exacte de la société, une armée propre par sa taille à dissuader quiconque de l'attaquer. Or, cette armée-nation, eh bien, malheureusement, dans l'esprit de Jaurès, elle était prévue comme quelque chose qui allait justement permettre de s'opposer à la possibilité d'une agression, et vous le savez, elle a d'une certaine manière emballé aussi l'affaire. Le rêve de Jaurès, le rêve pacifique de Jaurès s'est effondré dans les tranchées. Cette mobilisation de toute la nation a aussi contribué à l'escalade de la guerre. La notion de dissuasion, elle est donc ancienne, mais c'est vrai que si on se place alors là, à très longue portée, on voit bien dans les commentaires historiques, dans la littérature militaire, dans les préceptes stratégiques d'un Sun Tzu, chez Xénophon, Thucydide, après Machiavel, Jomini, on voit bien la notion d'effet dissuasif apparaître. Mais au fond, elle est relativement peu conceptualisée. D'abord, le terme de dissuasion est un terme qui est assez récent dans notre vocabulaire. Je crois qu'il est remarqué à partir du XIVe siècle, et dans le vocabulaire proprement militaire, on le retrouve utilisé par Puységur dans son Art de la guerre au XVIIIe siècle, 1748, et quand il l'utilise d'ailleurs, c'est pas l'idée de la dissuasion à l'égard d'autrui, c'est d'abord une dissuasion à l'égard de soi-même. Ne pas compromettre par une action militaire inconsidérée, donc se dissuader soi-même d'agir quand on n'a pas les moyens.
C'est d'ailleurs, on le voit souvent par exemple chez Xénophon, c'est une autre manière de l'application de la stratégie de dissuasion, c'est par exemple rendre la retraite de son armée impossible. C'est-à-dire, c'est le dissuader d'aller à l'échec en quelque sorte. L'idée d'un concept qui serait très agissant à l'égard de l'autre, cette idée-là, elle est en fait liée à des théories qui arrivent à la fin du XIXe siècle et qui sont liées à l'industrialisation de la guerre, à la mécanisation de la guerre, à un ouvrage d'ailleurs qui fait référence et que cite Thérèse Delpech dans un de ses articles, l'ouvrage de Yves en Bloch, La guerre future au point de vue technique, économique et politique, qui paraît à Paris en 1898, et dans lequel il dit « Nous ne tuerons personne que lorsque nous serons convaincus que nous risquons de tuer tout le monde. » Eh bien, cette prophétie, qui d'une certaine manière inspirait Jaurès et inspirait beaucoup de théoriciens qui espéraient justement faire valoir par des systèmes défensifs, par la possibilité d'une mobilisation massive, faire échec finalement à l'affrontement, elle va se trouver incarnée par le nucléaire qui va effectivement incarner ce risque de se tuer tous. Il y a donc bien, je dirais, une évolution qui nous conduit à considérer que très tôt l'effet dissuasif de manœuvre, l'effet dissuasif d'installation, d'outils, d'équipements militaires va être recherché. Mais deuxième étape, l'idée d'une conceptualisation de la notion de dissuasion exercée sur les autres. Troisième étape, c'est celui de la stratégie nucléaire. Et celle-là, c'est vrai qu'elle n'est incarnée qu'à partir de la définition des stratèges de la dissuasion. On peut reprendre la définition du général Beaufre. Quand on veut empêcher, il y a dissuasion. Quand on veut réaliser, il y a action. Et jamais, je dirais, avant le nucléaire, la ligne de démarcation, la ligne de partage entre la doctrine militaire de l'action, celle de la manœuvre, et d'autre part les stratégies de dissuasion, ne sera aussi marquée. La deuxième différence qu'introduit le nucléaire, outre cette idée de seuil, cette idée de rupture entre la manœuvre conventionnelle et la stratégie de dissuasion, c'est évidemment le caractère performant de la dissuasion nucléaire dans sa logique de dissuader les autres. Au fond, les formes conventionnelles de la dissuasion, elles font craindre à l'autre une probabilité d'échec, une probabilité d'insuccès. La dissuasion nucléaire, en revanche, fait redouter la certitude du pire, la certitude que la prise de risque aboutira à des représailles massives. Il y a donc cette différence très forte, je dirais, quant au degré de la possibilité de l'interdiction en cas de provocation de cette règle de la dissuasion quand elle est nucléaire que l'on ne trouve pas dans la dissuasion conventionnelle. Par ailleurs, deuxième affaiblissement de la dissuasion conventionnelle, c'est qu'au fond, la posture d'intimidation et la posture défensive sont assez disjointes. La posture d'intimidation, elle peut être psychologique, elle peut être ces portraits de Méduse qu'on trouve sur les écus ou sur les cuirasses, elle peut être ces piles de crânes que l'on après une bataille ou que l'on met devant, que l'on suspend à des murailles. Mais au fond, elle différencie l'aspect psychologique de la dissuasion, l'aspect de la crainte, par rapport à la réalité de la défense, qui là est aussi incarnée par d'autres logiques. On peut dire que d'une certaine manière, Vauban, il y a derrière les fortifications de Vauban une notion dissuasive. Mais il y a une disjonction qui évidemment n'existe pas en matière de dissuasion nucléaire, c'est l'inverse. Il y a un bloc entre la notion de la représentation de la dissuasion, de l'effroi, de la peur, et la réalité concrète que serait évidemment une frappe nucléaire. Aussi, les dissuasions conventionnelles, pour autant qu'on puisse dire qu'elles aient été incarnées, qu'elles aient fonctionné, elles fonctionnent bien du fort au faible. Mais elles fonctionnent mal et pratiquement jamais d'égal à égal, et en revanche, absolument jamais, c'est une notion inouïe, du faible au fort, comme le pouvoir égalisateur de l'atome va permettre de dire, notamment dans une doctrine comme la doctrine française, l'acquisition de la doctrine nucléaire permet à une puissance moyenne, voire petite, de surmonter son handicap dans le domaine conventionnel pour égaler la puissance des autres
et les dissuader d'une agression. On voit bien donc que la dissuasion nucléaire, si on devait la stratégie de dissuasion nucléaire, a pour but d'inhiber une agression militaire ou l'intensification de cette agression sous la menace d'un risque certain de représailles inacceptables et en tout cas disproportionnées par rapport à l'enjeu de l'agression. L'efficacité de la dissuasion, elle est liée à plusieurs choses. La première, c'est une très forte polarisation de tous les enjeux autour du nucléaire, que ce soit les enjeux technologiques, stratégiques, politiques, psychologiques, mais je l'ai déjà dit, de la dissuasion autour de cette arme. La deuxième, c'est qu'elle parvient d'une certaine manière, il y a toujours, dans toute forme de dissuasion, il y a toujours des éléments qui apparaissent comme récurrents dans les discours ou dans les logiques, qui sont celui à la fois du débat de rationalité et du débat d'incertitude. Il faut d'une certaine manière, pour que la dissuasion fonctionne bien, qu'il y ait une rationalisation du comportement sous la menace d'une forte irrationalisée et des éléments d'incertitude. Et là, il faut bien dire que dans ces deux champs dialectiques, la dissuasion nucléaire fonctionne bien. D'une part, parce qu'elle entend bien rationaliser l'irrationalité du péril, et on ira, vous le savez, très loin au moment de la guerre froide, dans tous les processus qui seront mis en place entre les deux blocs, entre Moscou et Washington, pour éviter que d'abord une intention soit mal comprise, ensuite pour essayer par tous les signaux possibles de rationaliser donc la menace. Le deuxième élément qui fait que la dissuasion n'est pas éteinte par cette rationalité, par ces processus, il faut bien que quelque chose demeure de la menace, il faut limiter le risque, mais en même temps il faut bien que la menace subsiste, et ça c'est la part d'incertitude. Il reste bien au cœur de la dissuasion nucléaire une part d'incertitude sur l'intention des belligérants, et en même temps une forme de certitude sur la nature du risque. Et donc ces éléments vont faire que, d'une certaine manière, l'effet apotropaïque de la dissuasion, c'est-à-dire cet effet d'effroi, cet effet dans le domaine de la représentation et cet effet dans la conduite concrète de la dissuasion, va fonctionner, et notamment va bien fonctionner dans la période de la guerre froide. L'arme nucléaire est une arme de l'interdit, et elle est en même temps une arme de l'interdiction de la guerre. L'arme nucléaire a mis fin d'une certaine manière à une cascade de guerres, ces fameuses guerres en chaîne de Raymond Aron, et je vois Pierre Asner et je le salue. D'une certaine manière, elle y met fin puisqu'elle gèle le conflit au temps de la guerre froide et que le dénouement finalement de la guerre froide, qui se réduit par un chaos de l'Union soviétique, aucun coup n'ayant été tiré directement de part et d'autre, l'arme nucléaire n'ayant pas servi, eh bien met fin à cette suite de conflits. Donc il y a une efficacité de la dissuasion, non seulement dans la régulation et dans le fait que la guerre froide n'a pas débordé, mais aussi dans cette interruption historique d'une chaîne de conflits. Donc elle a fonctionné à la fois sur l'idée de l'interdit, il n'y a pas plus grand tabou après Hiroshima, et sur cette idée d'interdiction. Alors notons cependant que cette stratégie nucléaire, que ce soit au plan historique ou que ce soit au plan théorique, n'a jamais éliminé tout à fait la possibilité ou la probabilité de conflit. J'y reviendrai quand je reprendrai la question sous un angle davantage historique entre la période de la guerre froide et la période d'après-guerre froide. Mais au plan historique, on sait bien qu'il y a eu toute une série de conflits, de la guerre de Corée, en allant jusqu'à la guerre du Kippour, la guerre du Vietnam, et toute une série d'affrontements qu'on pourrait évoquer, qu'au fond, il y a pu avoir une grande période de la dissuasion nucléaire et tout de même la possibilité de conflit. La deuxième au plan théorique, c'est qu'il y a quand même dans l'organisation de la stratégie d'action et de la stratégie de dissuasion un problème de combinatoire entre l'action et la dissuasion, un problème d'une certaine manière d'articulation de la manœuvre conventionnelle à la manœuvre nucléaire, à la doctrine d'emploi nucléaire plutôt, et évidemment la discussion, ça devait être d'ailleurs une discussion sans fin,
autour de escalade, riposte graduée, où on place le curseur, où on déplace le curseur. Est-ce qu'il y a des armes qui vont signifier tout d'un coup qu'on est bien passé dans un autre niveau, par exemple les rôles des armes dits pré-stratégiques ou la notion d'ultime avertissement? On voit bien qu'il y a quand même toujours un moment, même si je dis que cette ligne de démarcation, elle est fixée dans les esprits et elle est d'une certaine manière fixée dans toutes les doctrines, il y a quand même un moment, un problème d'articulation des deux. Et donc, au plan théorique, ça n'aurait pas de sens de dire que la dissuasion fonctionne dans un ordre complètement isolé de la problématique conventionnelle, donc des conflits, donc des risques d'escalade, que justement cette dissuasion est censée empêcher. Alors, on va peut-être venir maintenant à des choses peut-être moins théoriques, mais plus concrètes. D'abord, voir comment la dissuasion a fonctionné au temps de la guerre froide. C'est ce qu'on pourrait dire la période où la dissuasion nucléaire a été absolument consacrée. Ensuite, une période post-guerre froide où la dissuasion est découronnée. À une période actuelle où on pourrait dire que cette dissuasion se trouve confirmée, mais en même temps confinée. Et enfin, pour répondre à la question que tu m'as posée, et sans doute le débat que vous aurez ensemble, ce que moi j'appelle les angles morts de la dissuasion française, en tout cas les interrogations que l'on peut poser sur notre dissuasion, à la fois son efficacité qui est forte et les marges d'incertitude sur lesquelles il faut travailler. La dissuasion consacrée. D'abord, grande consécration théorique. Alors, je ne vais pas y revenir, j'ai vu quelques-uns de mes étudiants, je ne vais pas faire un cours de relations internationales ici, mais au fond, depuis Raoul Castex, qui dans un article fameux de la Revue de la Défense nationale en 1945, aperçu sur la bombe atomique, pose le premier la question de l'improbabilité de l'emploi une deuxième fois de cette arme, au vu de ce qu'elle vient de produire, en passant par Bernard Brody, qui a été du côté des Américains avec son ouvrage Absolute Weapon en 1946, un des pères fondateurs de cette réflexion. Mais vous le savez, ils ont été nombreux, George Kennan, Thomas Schelling, McNamara, Kissinger, Herman Kahn, et en France, ceux qu'on a baptisés les 4 généraux de l'Apocalypse, je crois que c'est François Géret qui a eu cette expression, les généraux Ayré, Beaufre, Gallois et Poirier, et puis bien sûr, dans le domaine de la réflexion, je dirais, politico-philosophico-stratégique, le rôle d'Aron ou d'autres penseurs comme Pierre Asner. Consécration théorique parce que on arrive à perfectionner, au fond, cette stratégie. On la perfectionne dans 3 dimensions. D'abord, l'actualisation à l'ère nucléaire de la notion classique de l'équilibre stratégique. Équilibre de la terreur, bipolarisation. D'une certaine manière, on parvient à réduire, j'allais dire comme une sauce, l'équilibre international, l'équilibre stratégique à une donnée simple, l'équilibre nucléaire à une donnée encore plus simple, l'équilibre des arsenaux nucléaires. Quel bonheur! Simplicité. Et d'une certaine manière, ça va donner, sans doute exagérément, une impression de confiance d'une paix produite par un équilibre facilement décrit. Mais enfin, ça a fonctionné, actualisation de cette notion. Deuxièmement, une modélisation des comportements et des relations stratégiques. Modélisation, vous le savez, toutes les écoles mathématiques, toutes les écoles probabilistes. Au fond, toute la réflexion tourne autour de cette assertion. Vous n'allez peut-être pas la prendre en note, je vais la dire lentement. C'est parce qu'il y a une probabilité X que la dissuasion ne marche pas, qu'elle fonctionne pour X moins Y. Ce n'est pas une tautologie parce que ce serait inexact si X était égal à 0. La discontinuité pour X égale à 0 suggère à l'œuvre un principe d'incertitude ou d'indétermination. En clair, pour que la dissuasion fonctionne, il faut réduire au maximum la part de X, mais maintenir toujours une petite partie de cette part possible. On ne peut pas mieux résumer, je dirais, l'ensemble des milliers de pages qui ont été écrites dans le domaine des probabilités, dans le domaine des théories des jeux, pour essayer de voir comment on a sophistiqué très loin la doctrine de la dissuasion. Et surtout, évidemment, vous le savez, après la crise des missiles de Cuba en 1962. Le troisième élément, je dirais, de consécration théorique et de perfectionnement, c'est évidemment l'affirmation qu'il y a un projet stratégique. Il n'y a pas simplement une stratégie,
mais il y a un projet stratégique. Et que la crédibilité de la dissuasion s'inscrit au moins dans le temps historique de la dissuasion que dans le temps de son projet. Et d'ailleurs, on le voit bien puisque ce sont d'une certaine manière les mêmes armes qui ont servi à définir le projet de la dissuasion stratégique hier et qui servent encore à le définir aujourd'hui. Ou encore l'accumulation à un point absurde des armes nucléaires pendant la guerre froide, qui en apporte la preuve. L'inflation des vecteurs n'était pas nécessaire pour que la dissuasion soit efficace. On était parvenu à des dizaines de milliers de vecteurs pouvant faire sauter la planète, et même elle pouvait être une cause de déflagration majeure. Et pourtant, cette inflation a contribué à la régularisation interne de la dissuasion, et même a entraîné la dissuasion dans son involution, je le verrai tout à l'heure, qui est le désarmement nucléaire. Deuxième temps, c'est celui de la consécration pratique. La consécration pratique, et c'est là où il faut quand même dire les choses, il y a eu une pédagogie de la dissuasion. La dissuasion nucléaire, c'est pas imposé d'un seul coup, d'un seul. Il y a eu une pédagogie des crises. La dissuasion, je dis, il y a un avant et un après Hiroshima. Mais l'après Hiroshima, il est plein de doutes, il est plein d'interrogations, il est plein de potentialités de grandes guerres. Et au fond, les crises de Berlin 48, 58, 61, la crise des détroits de Formose 54, 55, 59, la crise de Suez, la crise de Cuba et même la crise entre l'Inde et la Chine, tous ces éléments vont en réalité paver la voie de la nécessité ce que j'appelle la pédagogie de la dissuasion, donc inscrire la consécration pratique de la dissuasion comme le bon fonctionnement du système international, en tout cas du système international dominé par les deux grands, d'un système très bipolarisé. Le deuxième élément, c'est que cette consécration pratique de la dissuasion, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'exclut pas tout à fait la possibilité de conflit. La possibilité de conflit, on l'a souvent dit, les conflits indirects, les conflits périphériques de ce qui était le cœur de chauffe de l'affrontement au temps de la guerre froide, c'est-à-dire l'Europe, l'Union soviétique et les États-Unis. Mais aussi, alors je ne reviens pas au conflit qui est le plus ancien et qui est le plus problématique à décrire ou à expliciter, qui est celui de la guerre de Corée, parce qu'on est dans un monde nucléaire qui est encore à peine en gestation. Mais par exemple, l'affrontement frontalier entre la Chine et la Russie en 69, ou la guerre du Kippour, qui d'une certaine manière titille les moustaches de quelques États nucléaires. L'un à cause, évidemment, on a affaire à deux États nucléaires, la Chine et la Russie, et deuxièmement, au moment de la guerre du Kippour, il y a un État potentiellement nucléaire qui est Israël, mais surtout un très très grand parrain nucléaire, mais il y a des explications à l'intérieur même de ces conflits pour expliquer pourquoi, d'une certaine manière, la dissuasion n'a pas fonctionné pour en tout cas les interdire ou les empêcher. En revanche, il est certain que la dissuasion a joué pour les limiter et pour éviter ou des escalades ou des emballements. Troisième constatation, c'est ce que j'ai dit, c'est que la dissuasion porte en germe, à la fois de façon schizophrénique et normale, la logique du désarmement. La logique du désarmement, elle est inscrite, alors elle va venir comme un processus, je dirais, qui vient parachever cette modélisation de la dissuasion. Quand on a été tellement loin dans l'accumulation, eh bien, il va falloir gérer la décrue en bon ordre. Et dans cette gestion, je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, la dissuasion ne supprime pas la compétition entre les grands. Et donc il y a bien aussi dans le désarmement une compétition, à qui d'une certaine manière se sortira vainqueur des mesures de désarmement qui sont prises. Et donc j'y reviens pas, toute une série de désarmements, essentiellement entre les deux grands, qui vont aboutir finalement à ce que, à la fin de la guerre froide, à la chute du mur de Berlin, eh bien on ait pu constater qu'avait fonctionné de manière très curieuse une alchimie entre dissuasion, confinement stratégique, capacité conventionnelle, maîtrise des armements, et la dissuasion nucléaire avait non seulement fonctionné parce qu'elle avait empêché une conflagration nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique, mais aussi parce que, au-delà de cette victoire militaire sans coup férir, inouïe d'une certaine manière au plan historique, sans aucune bataille, sans aucun affrontement, elle est aussi une victoire politique et une victoire stratégique, puisqu'elle rebat les cartes au plan stratégique comme jamais, notamment par ce que j'appelais tout à l'heure l'interruption définitive de cette cascade de guerre qui avait entraîné l'Europe et continué de la diviser au moment de la guerre froide.
Alors, c'est là où, d'une certaine manière, cette fin de la guerre froide pose une question, et je vais reprendre là la formule de Terrell Delspech dans son ouvrage posthume Dissuasion nucléaire au XXIe siècle, et c'est une occasion de la saluer. L'humanité n'est pas douée pour tirer les leçons des événements qu'elle n'a pas connus. Et d'une certaine manière, le succès de la dissuasion au temps de la guerre froide est paradoxalement peut-être ce qui aujourd'hui vient saper un certain nombre de ces principes. Mais il n'y a pas que ça pour expliquer que la stratégie de dissuasion, la dissuasion nucléaire n'occupe plus aujourd'hui la place qu'elle avait avant, que cette dissuasion est découronnée. L'arme nucléaire, elle avait été l'arme du statu quo, elle avait été l'arme qui figeait les choses, qui figeait les rapports stratégiques. La fin de la guerre froide, c'est comme un paysage d'hiver, comme un paysage sous le dégel. La vie reprend. Là où il y avait fixité, il y a aspiration à la fluidité, il y a aspiration à réaménager des situations. D'abord, réapparaissent des conflits qui avaient été gelés au temps de la guerre froide à cause justement de cette bipolarisation, de cet équilibre de la terreur, et on l'a vu au cœur de l'Europe, notamment dans les problématiques balkaniques. Mais il y a aussi toute une série de réaménagements de puissance qui sont à l'œuvre. Et donc, dans cette réaménagement des configurations, il y a non seulement, je dirais, une aspiration légitime à retrouver de la liberté stratégique pour les autres acteurs, mais aussi parce que la configuration nucléaire elle-même va évoluer. Elle va évoluer, d'une part, au cœur de ce qui était le concert des puissances nucléaires, et je vais le rappeler, j'ai oublié de le faire, mais aussi parce qu'il va y avoir de nouveaux entrants. Au fond, la problématique post-guerre froide, et c'est un défi sur l'efficacité des stratégies de dissuasion, c'est l'effet du démantèlement de l'Union soviétique sur ses armes, c'est à peu près bien géré. C'est l'effet des mesures de désarmement qu'autorise justement la fin de la guerre froide. Au fond, puisque plus personne n'est en guerre, on peut désarmer plus encore. Mais jusqu'où on va? Comment on le conduit? Je disais tout à l'heure que la conduite, il y avait une logique du désarmement qui était incluse dans la logique de la dissuasion. Si cette logique de la dissuasion ne fonctionne plus comme avant, la dissuasion n'étant plus l'alpha et l'oméga de l'équilibre international, eh bien comment cette logique de désarmement va fonctionner? Et puis ensuite la logique de la prolifération. Et ça, ce sont évidemment des constats difficiles qui expliquent que quelque part il y a une sorte de relégation de la dissuasion nucléaire et des armes nucléaires. D'abord parce que c'est fini. On ne peut plus définir un équilibre international et encore moins le résumer à ce que serait un équilibre nucléaire. Les armes nucléaires ne sont plus l'alpha et l'oméga de la stabilité internationale. C'est une évidence. Ça ne veut pas dire que les armes nucléaires ne conservent pas une force stabilisatrice, notamment, et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais ça veut dire que ces armes nucléaires, l'équilibre international, ne se déduit pas d'un équilibre nucléaire. Ça ne veut pas dire qu'elles ne contribuent pas à cet équilibre. Mais ça veut dire que l'équilibre international n'est pas déduit de l'équilibre nucléaire. Le deuxième, c'est qu'elles n'ont plus l'efficacité, ou elles ne sont pas un élément pertinent dans la gesticulation des crises. Tout à l'heure, quand je faisais l'histoire de la guerre froide, très rapidement, je rappelais Berlin, Cuba, etc., toute une série de crises qui avaient été la pédagogie de la dissuasion. Aujourd'hui, vous avez vu un signal nucléaire émis quand les forces coalisées sont entrées en Irak? Non. La Russie était à ce moment-là dans un état de tétanie tel que de toutes les façons elle ne pouvait rien. Mais quand la Russie est entrée en Géorgie, vous avez vu quelqu'un qui, pour empêcher la Russie, aurait émis ce signal nucléaire. Et on pourrait le multiplier. Là, je fais exprès de prendre des cas dans lesquels ont été impliqués directement l'Irak, des acteurs nucléaires. Mais dès lors, dans toute une série de conflits qui sont, je dirais, les conflits communs de notre début de XXIe siècle, conflits intra-étatiques, conflits ayant des bases humanitaires, conflits liés au terrorisme, au fond, on voit la gesticulation nucléaire, le signal nucléaire, il est inadéquat, il n'est pas pertinent. On n'a pas vu après le 11 septembre Bush, qui était prêt à beaucoup de choses, considérer que l'arme nucléaire pourrait être évidemment utile au règlement de ce conflit.
Le troisième élément, c'est que, paradoxalement, à l'inverse, le facteur nucléaire a pu apparaître comme un facteur proactif dans le déclenchement de certains conflits. Par exemple, les conflits qui sont menés au nom de la contre-prolifération, et je pense évidemment à l'Irak, mais on a eu à d'autres moments, et heureusement les choses se passent par la mise en avant de la négociation avec l'Iran, mais que d'une certaine manière la prolifération et l'acquisition de ces armes par des États pouvaient aller jusqu'à, c'était les doctrines Rumsfeld, jusqu'à des frappes de préemption, et donc à ce moment-là, l'arme nucléaire devenait presque un élément à l'origine d'un conflit. Donc on était dans une logique qui était radicalement l'inverse de cette logique d'interdiction que j'évoquais au départ. Enfin et surtout, la manœuvre conventionnelle n'apparaît plus encapsulée comme elle l'était hier dans la dissuasion. Donc, première idée, les armes nucléaires n'interdisent pas le retour à la guerre. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit au moment de la guerre froide. Jamais elles n'ont empêché complètement l'existence de conflits. Et certains conflits, même les plus violents que nous voyons aujourd'hui, ne sont pas différents des conflits du type de la guerre du Vietnam ou de la guerre de Corée. Mais en tout cas, on peut dire qu'aujourd'hui, cette décorrélation apparaît plus forte ou est perçue comme plus forte. La deuxième conclusion, elle porte sur l'efficacité moindre de la dissuasion en raison de la prolifération. Alors, je ne l'ai pas dit et j'y reviens, c'est vrai qu'on a vécu pendant la guerre froide, à partir de 1964, et puis ensuite, même l'immédiat, la première décennie post-guerre froide, dans un monde où, au fond, la donne nucléaire était relativement arbitrée. Les États-Unis étaient puissance nucléaire, ils l'avaient manifesté en 1945, les Russes 1949, le Royaume-Uni 52, la France 60, la Chine 64, puis après, plus rien. Et ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas des programmes nucléaires ou de la recherche, mais en tout cas, un traité était par ailleurs venu, le traité de non-prolifération de 68, figer cette cartographie entre les 5 puissances légitimées à posséder la dissuasion nucléaire, par ailleurs les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, ceux que je viens de citer, les États-Unis, la Russie, l'Union soviétique ou Russie, la France, la Chine et le Royaume-Uni, et puis tous les autres qui, notamment lorsqu'ils étaient signataires de ce traité, n'étaient pas considérés comme pouvant avoir accès à cet outil. Or, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que la fin de la guerre froide a correspondu à un important mouvement de désarmement où des États qui potentiellement auraient pu accéder au nucléaire, je pense à l'Afrique du Sud ou à l'Argentine en tout cas qui avaient fait des programmes dans ce sens, ou la Libye désormais, eh bien il y a eu une disparition de cette potentialité, mais il y a eu dans le même temps la concrétisation beaucoup plus forte de prolifération avec, vous le savez, à partir de 1998 et les essais indiens et pakistanais, la qualification comme puissance nucléaire de l'Inde et du Pakistan, et on ne reviendra pas en arrière, et sur l'officialisation d'Israël comme puissance nucléaire, puisque, alors que c'était un élément qu'elle taisait, elle l'a, dans un certain nombre de discours officiels, plus ou moins affirmé. Et donc on se trouve dans un jeu de la dissuasion extrêmement compliqué. Parce que plus vous multipliez les acteurs, et ça c'est le risque de la prolifération, c'est pour ça que la prolifération est une chose tellement dangereuse, c'est que non seulement vous multipliez le risque intentionnel, mais vous multipliez les risques accidentels. Et dans les risques intentionnels, c'est beaucoup plus difficile d'avoir cette rationalisation, cette modélisation quand on est 9 que quand on est 2 ou quand on est 5. Et d'une certaine manière, la dissuasion nucléaire, elle fonctionne bien à 2, elle peut fonctionner même à 3. Et d'ailleurs, on l'a vu d'une certaine manière au temps de la guerre froide, le rôle de l'allié français par rapport à la dissuasion américaine. C'est une place interstitielle, mais ce n'était pas une place qui venait déséquilibrer le jeu de la bipolarisation et le jeu de la dissuasion entre les blocs. Aujourd'hui, on est dans une forme d'incertitude où on est obligé d'imaginer les jeux de dissuasion en les compartimentalisant, en les regardant au niveau sous-régional, en regardant ce qui se passerait s'il y avait une crise, et notamment en Asie, où il y a tout d'un coup une concentration d'acteurs nucléaires si importante. Vous
Vous savez, je fais souvent cette citation, soit à la nouvelle de Stevenson, Le Club des Suicidés, ou un film plus récent qui s'appelle 13 Trameti, et qui explique très bien ça. Dans Le Club des Suicidés, vous savez, c'est on tire au sort celui, c'est très désagréable de suicider, donc on tire au sort celui qui va tuer celui qui veut se suicider. Mais alors c'est une réunion, comme vous, là, voilà, puis on distribue des papiers, puis généralement on fait un bon banquet, on mange bien, etc. Puis à la fin du banquet, chacun tire, et puis il y en a deux, l'un qui tire un petit bulletin dans lequel il dit c'est toi qui vas tuer, et dans l'autre avec qui il doit tuer, et voilà. Et donc ça crée... Et 13 Trameti, c'est un film, un bon film d'un géorgien, franco-géorgien, et c'est un système de roulette russe. Et donc on a pris des gens, leur promettant de gagner beaucoup d'argent s'ils acceptaient de se livrer à ce jeu. Et ce sont des gens qui sont désespérés ou dans des cas de situation extrêmement problématiques qu'ils acceptent. Et donc voilà. Et donc plus vous multipliez le nombre d'acteurs, plus au fond le jeu de la dissuasion, chacun un pistolet sur la tempe de l'autre, devient quelque chose d'aléatoire. Et donc, ça, évidemment, ça participe d'une certaine fragilisation de la dissuasion. Le troisième élément, c'est évidemment la problématique de la substitution de la protection par la dissuasion nucléaire, protection élargie quand c'était des systèmes d'alliance, l'Union soviétique vis-à-vis du pacte de Varsovie ou les États-Unis vis-à-vis de l'OTAN, le rôle des armes antimissiles qui d'une certaine manière offre une parade classique, mais qui vient miner, qui est exactement antinomique de la logique de dissuasion. Et on en arrive à une forme de délégitimation stratégique, délégitimation politique qui font que un certain nombre d'auteurs, dont Paul Nitze en 1997, qui avait été pourtant un grand théoricien de la dissuasion au temps de la guerre froide, qui dans un article fameux écrit « Le moment n'est-il pas venu ?» c'est le titre, de jeter nos armes nucléaires à la poubelle. Vous avez vu ensuite que dans un autre article, celui-là 10 ans plus tard, de 2007, signé par Kissinger, Noon, Schulz et Perry, eh bien, là encore, la question de la dangerosité des armes nucléaires était posée. Et puis en France, débat a rebondi, notamment dans un article qui avait fait, à son époque, qui avait attiré l'attention, signé par Alain Juppé, Alain Richard, le général Norlin et Michel Rocard pour un désarmement nucléaire mondial. Et puis évidemment, les propositions de Barack Obama sur le Global Zero. Et donc, c'est là où il faut re-questionner les choses. Est-ce que c'est parce que la dissuasion nucléaire ne correspond plus ne permet plus de définir aussi facilement un équilibre stratégique mondial, n'empêche pas absolument l'usage de la force, est moins pertinent dans la gesticulation que la dissuasion nucléaire serait d'une certaine manière complètement reléguée, complètement inefficace. Alors c'est là où il faut à mon avis régler la focale, et c'est là où il faut apporter à la fois des éléments qui d'une certaine manière viennent apporter un peu d'eau au moulin de ceux qui pensent que finalement les menaces sont ailleurs, le terrorisme, la guerre asymétrique, la cyberdéfense, avec d'ailleurs des adhérences entre ces domaines et la dissuasion. J'évoquais tout à l'heure, certains ont évoqué les possibilités d'un péril de terrorisme nucléaire, d'une hypermenace nucléaire liée au terrorisme. D'autres ont évoqué, on le voit bien par exemple dans la neutralisation des centrifugeuses iraniennes, des liens possibles, des adhérences. On peut tout à fait imaginer un virus qui sera introduit dans des armes nucléaires et qui d'une certaine manière, si les choses n'étaient pas suffisamment gérées, viendrait neutraliser l'efficacité de cette dissuasion. Donc vous voyez qu'il y a toute une série de scénarios qui, ça et là, peuvent montrer, soit d'une part que, au fond, la dissuasion nucléaire ou l'efficacité des armes nucléaires, ne répond pas à la nouvelle réalité d'une menace qui serait davantage celle des guerres asymétriques, celle du terrorisme, celle du cyberdéfense, voire même qui imaginerait que la logique, la force de la dissuasion pourrait être remise en cause par ces formes d'adhérence. En réalité, ce qui se passe est complètement différent. On constate bien une évolution de la stratégie de dissuasion, mais cette stratégie de dissuasion
retrouve d'une certaine manière de la force en devenant plus compacte, plus cohérente et en même temps, sans doute, en se renationalisant. Première renationalisation, eh bien, la fin du pacte de Varsovie, le fait que les États-Unis, d'une certaine manière, et c'est évident dans la bascule bouclier antimissile, dissuasion nucléaire élargie, au fond, il y a une tendance à la renationalisation qui fait que pour les États nucléaires, eh bien, il y a quelque chose qui n'est pas changé, même qui est consolidé, qui est confirmé, qui est encore plus fort. C'est celle que la dissuasion nucléaire est bien la garantie ultime de votre sécurité et de votre survie. Et ça, c'est extrêmement fort, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, est encore plus caractérisé aujourd'hui dans les doctrines. À un moment où, d'une certaine manière, dans les doctrines conventionnelles, on fait une part très grande à l'interdépendance. S'il y a bien quelque chose qui est lié à la protection nationale, à la survie de la nation, à la souveraineté, à l'indépendance du choix, c'est le nucléaire. Le deuxième, c'est que personne ne peut nier. Je disais qu'on ne définit pas un équilibre mondial global, mais il y a bien un équilibre stratégique évident qui, d'une certaine manière, consolide tout le reste. C'est une forme d'équilibre entre les États-Unis, la Chine, la Russie. Imaginons, projetons-nous dans un monde où on imaginerait un très fort déséquilibre entre ces trois-là. Vous imaginez que le paysage international, la situation aujourd'hui en mer de Chine serait celle qu'on connaît aujourd'hui ? Donc il y a un élément d'équilibrage structurant de la donne internationale, notamment dans ce cœur-là, que vous pouvez d'ailleurs élargir au cœur des 5 membres permanents du Conseil de sécurité, qui assurent au fond le continuum de sécurité de la planète. Il y a une efficacité, c'est clair, entre États nucléaires. Et vous l'avez vu d'ailleurs dans la rationalisation des comportements de l'Inde et la Chine, de l'Inde et du Pakistan, mais on peut dire aussi de l'Inde et de la Chine, au fur et à mesure que se développe la dissuasion indienne. Donc il y a quelque chose, je dirais, on revient à des éléments qui sont peut-être, qui sont radicaux dans le sens ancien, c'est-à-dire du fondement, du départ de la dissuasion, et qui sont radicaux parce que extrêmement décisifs et extrêmement forts. Et donc ça, je crois que on peut effectivement faire toutes les critiques que j'ai faites auparavant sur l'efficacité de la dissuasion. Personne ne pourra nier que pour ceux qui en sont détenteurs, c'est une assurance vie. Alors je sais que je le fais exprès, c'est une pierre dans le jardin de Bruno Tertrais, parce qu'il n'aime pas cette expression, mais ça ne veut pas dire une assurance d'essai, l'assurance vie. Ça ne veut pas dire une assurance d'essai, parce que tu as fait de la polémique, se dire, bah oui, mais à quoi ça sert si on est mort de toucher le bénéfice? Non, l'assurance vie, c'est ce qu'on place pour soi-même en cas de besoin, ou c'est ce qu'on place pour les générations futures. Donc l'idée de l'assurance vie, elle fonctionne. Deuxièmement, vous savez, on ne désinvente pas la bombe. Hein. Ça, plusieurs l'ont répété, c'est une phrase de Juppé ou d'autres. Mais donc, il y a cette réalité, tant qu'elle est en suspens, il y a une espèce de logique de prudence, de vigilance stratégique qui fait que ceux qui, détenant ces armes, préféreraient s'en séparer, prendraient un risque, je dirais, extrêmement fort et qui serait difficilement compris. Alors, une fois que j'ai dit ça, vite sur la dissuasion française, il me reste 5 minutes, si ça vous permet d'en débattre, plus encore, je dirais qu'est-ce qui la caractérise? Continuité, adaptation. Élimination de toutes les armes pré-stratégiques, élimination de la composante sol-sol, réduction de son arsenal nucléaire à 300 têtes, suppression de ses usines de fabrication de matières fissiles nucléaires de Pierre Latte et Marcoule, suppression de son centre d'expérimentation de Mururoa. Et la France dispose aujourd'hui, et sans doute à ce titre, elle est, parce qu'elle vient d'achever cette modernisation où elle est en passe de le faire, une des puissances nucléaires les plus efficaces et les plus crédibles et les plus modernes, dispose donc, vous le savez, de 2 composantes nucléaires, une composante aéroportée à partir d'un missile qui est le missile ASMPA et une composante sous-marine à partir d'une flotte de sous-marins
de 4 sous-marins et de missiles M51. Alors, la force est en même temps, je dirais, ce qui quelquefois suscite la discussion sur cette dissuasion. La force, d'abord, c'est une très très forte cristallisation du discours autour de son caractère presque sacral, donc ce que certains discutent. Et d'ailleurs, vous voyez bien, la prise d'habit du président de la République, chef des armées, elle se fait toujours sur la question nucléaire. Une idée d'incarnation. Mais du coup, ce discours venant d'en haut, parce qu'il donne lieu discours de l'île Longue, discours de Cherbourg du président Sarkozy, de l'île Longue de Jacques Chirac, etc., donne un peu l'impression de quelque chose auquel on ne touche pas, de la même manière que le livre blanc de 72 est resté comme ça si longtemps. Pourquoi efficacité ? C'est la grande angoisse obsidionale de la France. La France a toujours cherché pendant toute son histoire à étendre sa frontière, mais surtout à la garantir, sa frontière naturelle. Elle a été à la recherche à travers, on évoquait les fortifications de Vauban, l'échec de Maginot. D'une certaine manière, la sanctuarisation du territoire par le nucléaire apporte à cette vieille angoisse une réponse simple, claire. Le troisième élément, c'est celui du consensus politique. J'ai évoqué tout à l'heure, et notamment à travers cet article, des interrogations. Mais le consensus politique sur la politique de dissuasion française, qui s'est faite par étapes, puisqu'au départ la droite et la gauche n'étaient pas forcément d'accord sur les bases données par le général de Gaulle, elle s'est faite par étapes, d'ailleurs en premier par le rapport Canapa, c'est-à-dire par le ralliement des communistes pour des questions, pour des raisons sur lesquelles on peut discuter, mais enfin à la dissuasion nucléaire, puis ensuite les commissions de la défense RNU du Parti socialiste, et enfin par l'alternance. Rappelez-vous la phrase de François Mitterrand, la dissuasion, c'est moi, c'est le président de la République, c'est le chef de l'État. Donc il y a eu, et cet élément, il est d'autant plus fort au sein de la classe politique que d'une part, il est venu consolider tout l'ensemble du consensus politique sur la défense, au risque qu'il n'y ait peut-être pas assez de voix divergentes qui se fassent entendre pour un débat démocratique, je dirais, plus simple, plus facilité en tout cas. Mais pourquoi ça marche ? Pourquoi ce ralliement à la dissuasion marche ? D'abord parce que c'est vrai que ça reste un témoin de puissance pour la France. Le général de Gaulle, en faisant passer la France au statut de puissance nucléaire, évidemment a recherché aussi un effet de stature internationale. Et cet effet de stature, il est d'une certaine manière conservé. Il est d'une certaine manière conservé et efficace. Je le disais souvent de manière paradoxale. Qu'aurait signifié une troïka vis-à-vis de Téhéran sans État nucléaire ? C'est-à-dire même de manière paradoxale, l'autorité, quand certains disent non, il n'y a pas d'autorité, même quand vous voulez du désarmement, même si vous êtes en faveur du désarmement, ce que je suis d'une manière générale, vous l'êtes d'autant plus que d'une certaine manière, vous avez la crédibilité pour en parler et la crédibilité pour peser. Consensus politique, donc témoin de puissance, marqueur d'indépendance, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure. Force, cohérence par ailleurs de la doctrine. C'est une doctrine qui est restée, j'ai évoqué tout à l'heure ceux qui avaient été les théoriciens français les plus reconnus. Il y en a eu d'autres qui ont tous participé à cette élaboration et jusqu'à aujourd'hui, un certain nombre sont ici ou dans la salle ont participé à l'élaboration ou à l'affinement d'un certain nombre de ces concepts encore récemment. Ah oui, j'oubliais dans le consensus politique le fait que, je dirais, le discours de la droite et la gauche au pouvoir, et y compris dans la période post-guerre froide, au moment de la cohabitation, quand ont été lancées les décisions de modernisation des deux composantes, la droite et la gauche ont d'une certaine manière agi ensemble. Donc cohérence de la doctrine, j'y reviens, permanence. Permanence, pourquoi permanence ? Parce que plasticité. Alors c'est quelque chose qui intrigue, parce qu'au fond on fait dire aujourd'hui, bien souvent, après la guerre froide, autre chose aux concepts qui ont été inventés pendant la guerre froide. C'est étonnant. Par exemple, la définition des intérêts vitaux, elle a toujours été fluctuante, par nature. La notion de stricte suffisance, elle a servi pendant 30 ans à faire de l'armement, à augmenter la taille de notre panoplie nucléaire. La notion de stricte suffisance justifie aujourd'hui le passage, le coup d'accordéon inverse, c'est le passage à 300 têtes. La logique tous azimuts,
elle était en réalité quasiment fictive dans les années 60. Il n'y avait pas de tous azimuts. La limite de nos missiles était telle qu'on n'allait pas frapper, comme c'est aujourd'hui possible, en mer de Chine avec des missiles. Donc là encore, il y a plus de réalité aujourd'hui au tous azimuts qu'il n'y en avait naguère. Mais c'était un affichage au moins autant politique que stratégique, en tout cas au début des années 60. Les dommages inacceptables. Pendant longtemps, vous le savez, la stratégie française a été une stratégie dite anticité, antidémographique. Elle considérait que si la menace devait être terrible, elle était d'autant plus terrible qu'elle portait évidemment sur les populations. Aujourd'hui, dans une réinterprétation, vous le savez, la notion de dommage inacceptable n'exclut pas complètement la possibilité de frappe de ce type, mais en tout cas les cible davantage sur les centres de pouvoir, les centres de commandement, les centres militaires, les centres névralgiques d'une puissance adverse. Donc vous voyez cette plasticité, c'est-à-dire que sous la permanence des concepts, la possibilité de les faire évoluer, de leur faire dire autre chose. Alors l'inconvénient de tout ça, c'est que c'est évidemment du réaménagement interne. Jamais à chaque fois il y a sur ces évolutions un grand débat public pour savoir, on dit la même chose, mais en fait on dit autre chose. Mais d'une certaine manière, comme je l'ai dit, si vous lisez bien la doctrine nucléaire, la période post-guerre froide a d'une certaine manière consolidé encore plus l'orthodoxie de la doctrine de dissuasion, notamment par la disparition des armes pré-stratégiques. Elle a encore plus signalé cette ligne que j'évoquais tout à l'heure. Par ailleurs, la période de la guerre froide s'est accompagnée d'une normalisation juridique et politique de la position de la France. C'est que la France, par exemple, ne participait pas aux instances de désarmement multilatéral, parce qu'elle pensait qu'ils étaient dominés par le condominium des deux grands, et elle considérait qu'au fond c'était un moyen d'avoir barre sur les autres. La période post-guerre froide, c'est une complète normalisation de la posture de la France au regard des critères juridiques liés à la détention de l'arme nucléaire. D'une part, je dirais dans la pleine participation au TNP, et on le voit encore aujourd'hui, j'évoquais la problématique de l'Iran, mais aussi parce que la France s'est mobilisée pour faire adopter d'autres textes, comme le traité d'interdiction des essais, ou comme le traité Cut-off. La France a ratifié toute une série de traités immédiatement après la guerre froide, dont elle n'était ou pas signataire, ou comme les traités de dénucléarisation, de Palin-des-Barres, Rarotonga, etc. On pourra y revenir. Donc, il y a une normalisation. À la fois, il y a permanence de la doctrine, normalisation en termes politiques, compacité de l'outil, je l'ai déjà dit, mais surtout ce qui existe depuis le départ, c'est une maîtrise technologique de l'outil. La France a les moyens du développement, de sa recherche et de ses équipements. Enfin, vous en discuterez, la question de savoir si y consacrer entre 2,5 milliards et 3,5 milliards sur la séquence des 15 dernières années, et en moyenne de 3,5 milliards, je ne sais pas combien ça fait de paquets de cigarettes, pour la dissuasion, pour ce que c'est, pour l'assurance que ça nous donne, est-ce que c'est trop ou est-ce que c'est trop peu? Alors, on verrait les arguments des deux côtés, mais au fond, cette question est pertinente, mais je dirais pour l'instant, elle a paru dans un budget du ministère de la Défense, ça correspond à peu près à 10% du budget du ministère de la Défense. Ça correspond à 11%, à 1% du budget de l'État. Donc, voilà. Alors maintenant, les angles morts. Angles morts, je pense, je l'ai déjà dit, donc j'y reviens pas, il y a un risque de paresse doctrinale. Moi, ce qui me frappe quand même, c'est que comme les canons sur la dissuasion nucléaire semblent toujours très prédéterminés, très définitifs, et que ce soit dans la doctrine officielle, mais après tout au niveau de la doctrine officielle, c'est assez normal, c'est de la permanence. Mais je dirais dans le débat, et notamment dans les débats d'universitaires, de chercheurs qui nous occupent, soit c'est un débat qui est très confiné entre quelques-uns, il n'y a pas d'emprise, quoi. Il n'y a pas sur un débat qui irait un peu plus loin, notamment au sein de la classe politique. Il y a une chose qui est d'affirmer une doctrine officielle, et notamment l'efficacité de la dissuasion implique qu'on ait une doctrine, j'allais dire, économe. Il ne faut ni en dire trop, ni en dire peu, et si on veut être efficace, il faut que ce soit une doctrine qui donne l'impression de la certitude de ce qu'on pense. Donc là-dessus, je dirais, on ne peut pas avoir des documents problématiques ou des élucubrations. Mais on peut se poser la question de savoir comment on en débat, notamment
au sein de la classe politique ou dans le débat politique. Le deuxième élément, c'est qu'on ne prend pas forcément assez en considération, c'est qu'on est dans un univers des possibles réduits. On est passé d'un univers relativement fixe quand même pour notre dissuasion nucléaire. La simulation permet beaucoup de choses, mais c'est quand même une modélisation qui a une partie de ses limites. On peut en discuter. Le stock de matière fissile, il est donné puisqu'on fabrique plus de matière fissile. Donc on sait que ad vitam aeternam, il y a de quoi faire. Hein, il y a l'équivalent de ce qui permet d'armer 300 têtes. Industriellement aussi, le démantèlement des usines. Donc il y a, je dirais, un côté. C'est ces éléments d'invariance de la dissuasion qui peuvent interroger. Invariance doctrinale, invariance technologique, de stock industriel, donc d'être dans un univers d'une certaine manière un peu figé, et y compris budgétaire. Mais surtout, ce sont les interrogations de demain, ce que j'appelle les angles morts. La première, c'est celle de la profondeur stratégique. C'est pas pareil, et notamment, alors ça c'est un débat qui sera peut-être tranché vite selon ce que feront nos amis britanniques, mais aujourd'hui on voit bien qu'on a à l'est du Rhin une zone qui est très dénucléarisée, des partenaires qui sont, je ne vais pas dire vent debout, mais très réticents à l'égard des armes nucléaires et de la logique de la dissuasion nucléaire. Ça a tangué un peu au sein de l'OTAN, on a trouvé un modus vivendi, des compromis dans l'expression de la doctrine, etc. Mais on sait bien qu'il suffirait de creuser un peu et beaucoup de pays, je dirais, évoqueraient ici ou là des doutes sur la pertinence de conserver cette arme que, par ailleurs, eux n'ont pas. Outre-Manche, c'est vrai qu'il y a une interrogation sur le programme britannique. Il y a une interrogation parce que, au fond, un certain nombre de décisions qui auraient dû être prises par Tony Blair n'ont pas été prises par Gordon Brown, n'ont pas été prises par Cameron. Certes, il y a à peu près il y a quelques centaines, 360 millions d'euros qui ont été mis sur des études, mais au fond, il y a quand même une incertitude. Est-ce qu'ils vont basculer ? Et s'ils basculent dans le renouvellement de leur unique composante, puisqu'ils n'ont plus qu'une composante, ça se chiffre en une vingtaine de milliards d'euros. Donc ils passent du tout ou rien. La force de la France, c'est d'une certaine manière d'avoir progressivement renouvelé ces équipements, à peu près en phase en même temps, mais en les étageant. Là, c'est un coût budgétaire qui est très considérable. Alors, il y a ça, je le tranche pas. Des signaux qui montrent que certains alliés, les Polonais par exemple, montrent de l'intérêt pour la conservation d'une dissuasion nucléaire française et même d'une certaine logique de ce qui était ce qu'on écrit dans le livre blanc de 2013, c'est que de fait la dissuasion française participe à la sécurisation de l'Europe et de ses partenaires. Mais voyez bien qu'il serait difficile d'exercer cette dissuasion si la France était un isolat nucléaire en Europe. Il y a un problème de profondeur de champ stratégique. Donc ça, c'est une vraie inquiétude qui implique d'ailleurs un débat avec nos partenaires, un débat que ce soit sur le bouclier antimissile, que ce soit sur la dissuasion, que ce soit sur les moyens conventionnels de sécurisation de l'Europe, c'est un vrai débat. Le deuxième, c'est qu'on ne passe pas de la fronde à la bombe atomique. Et si dans nos panoplies conventionnelles, il y a une fondrière dans le haut du spectre, entre les équipements de supériorité conventionnelle et la dissuasion, là, il y a un trou qui est fait dans la crédibilité militaire à exercer, à mettre en œuvre la dissuasion. La troisième, c'est le coût. Les problématiques de renouvellement des armes futures ne s'inscrivent plus comme avant dans la seule logique des technologies nucléaires relativement sanctuarisées entre elles. J'évoquais la problématique de la cyberdéfense, des télécommunications, etc. À la fois l'environnement des forces pour la mise en œuvre des forces implique des durcissements, implique des redondances, implique des sécurisations qu'il faut que ça coûte plus cher. Et je ne parle même pas, quand ils se développeront, des systèmes de défense antimissiles qui impliquent donc, pour que notre dissuasion soit efficace ou reste efficace, des sursauts technologiques pour permettre de percer ces barrières. Donc, un problème de ce point de vue-là. Alors,
la force de notre pays, c'est d'avoir pris des décisions qui, d'une certaine manière, l'amènent à être tranquille, on va dire quoi, jusqu'en 2035, 2040, si on tire les choses. Mais on sait bien que c'est toujours pareil. Il y a un chemin en arrière dans la prise de décision, et notamment pour le maintien des compétences et la succession des générations d'équipements, qui fait que quand même, pour la France, aux alentours, 2017, 18, 19, 2020, donc du prochain quinquennat, il y ait un certain nombre de décisions un peu importantes qui soient prises, et que peut-être même dans ce quinquennat, en termes de vigilance, de prudence, de crédit d'études amont, là aussi des arbitrages soient pris. Alors, je m'en arrête là. Je dirais qu'il ne faut pas être trop dans la caricature entre la bouteille à mouche et le miroir aux alouettes. La bouteille à mouche, vous savez, cette bouteille, voilà, la mouche rentre, et ensuite elle cherche à sortir là où c'est transparent, c'est-à-dire dans le bol, sans penser que la voie la plus difficile, et sans doute la plus appropriée et la plus dangereuse, c'est de remonter le long du bec, mais celle-là, elle n'y pense pas, elle ne trouve pas le moyen de sortir, et d'une certaine manière, c'est ceux qui, d'une certaine manière, veulent sortir de la dissuasion sans montrer quel est le chemin de difficulté pour en sortir, et c'est ce qu'ils mettent à la place. Deuxième, c'est le miroir aux alouettes, c'est ceux qui sont, je dirais, obnubilés par la totale efficacité de la dissuasion dans le passé, et sa réalité aujourd'hui, qui, j'ai essayé de vous le dire, est à la fois plus réarticulée qu'elle ne l'était à l'époque. Voilà. Je vous laisse la parole. C'est mieux.